Le nouveau Code du travail, qui s'inscrit dans la mise en œuvre de plans d'accélération de la transformation, intègre de nouveaux types de contrats, en leur conférant un statut qui protège les travailleurs. En effet, l'ancien Code du travail ne proposait que deux types de contrats, à savoir le contrat à durée indéterminée et le contrat à durée déterminée. Prenons le cas de Janine. La technicienne de surface sous ce code travaille chaque jour dans plusieurs sociétés. Elle ne bénéficie d'aucun filet social n'ayant aucun statut. Cependant, le nouveau Code du travail intègre de nouveaux types de contrats en plus de ceux déjà existants. Le contrat à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée, le contrat saisonnier, le contrat à temps partiel, le contrat intermittent et le contrat de mission. Janine, la technicienne de surface, sous le contrat à temps partiel, bénéficie désormais de la sécurité sociale et l'assurance maladie, car son statut de travailleur journalier lui donne des droits. Il est 20h à Libreville au Gabon et c'est l'heure de la principale édition d'information. Voici les titres. Décédé en début de semaine, c'est ce vendredi que la nation tchadienne a rendu un dernier hommage au maréchal Idriss Déby Itno. C'était en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains et du président français Emmanuel Macron. Célébration de la Journée mondiale du livre et des droits d'auteur au Gabon. Pour les écrivains, la production du livre est un pari gagné, mais pour les droits relatifs aux auteurs, il y a encore des progrès à faire. Et puis, dans le clin d'œil de ce soir, il s'agira de parler de mariage et cette question, se marier à tout prix, pourquoi? Nous le verrons dans ce journal. Voilà pour le sommaire de votre grande édition. Merci d'avoir choisi Gabon 24 pour vous informer en ouverture. Pour vous informer ce vendredi 23 avril. L'actualité en ouverture, nous la puisons dans le berceau de l'humanité, d'abord au Tchad, où le Premier ministre gabonais Rose Christian Sounkara Ponda, en sa qualité d'envoyé spécial d'Ali Bongo Ndimba, a pris part ce vendredi à N'Djamena à la cérémonie d'hommage au maréchal Idriss Déby Itno, porteur d'un message du président de la République gabonaise. Elle a transmis les condoléances du peuple gabonais. C'est une nouvelle qui a surpris et attristé l'ensemble des pays membres de la CAC, la mort tragique du maréchal Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. Un décès survenu au cours des combats contre les rebelles dans le nord du pays. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a dépêché le chef du gouvernement, Rose Christian Sounkara Ponda, afin de présenter les condoléances du numéro 1 gabonais, ainsi que ceux de son peuple. À cette occasion, le Premier ministre a été reçu en audience par le président du Conseil militaire de transition. Au cours de cette même audience, le chef du gouvernement a transmis un message personnel de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, à la veuve Inda Déby Itno, première dame du Tchad. Le président de la République a demandé de transmettre ses condoléances les plus attristées et d'exprimer toute la compassion du peuple gabonais, du gouvernement gabonais, au peuple tchadien. Et de transmettre au président du Conseil de transition toute la douleur, tout le regret qu'il ressent suite au décès du maréchal. Et nous adressons toutes nos condoléances au peuple tchadien et nous disons au peuple tchadien que le peuple gabonais est à côté d'eux et sera toujours à côté d'eux. À la place de la nation de N'Djamena, Rose Christian Sounkara Ponda a assisté à la cérémonie des obsèques nationales de celui que les Tchadiens appelaient affectueusement Midi. Aux côtés du président de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, de plusieurs hauts chefs d'État du continent et du président français Emmanuel Macron, l'émissaire d'Ali Bongo Ondimba a rendu un dernier hommage à l'illustre disparu. Le Gabon salue la mémoire d'un grand homme d'État et déplore la perte d'un partenaire majeur pour la paix en Afrique.
Justement, au cours de cette cérémonie d'hommage, plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains ainsi que le président français Emmanuel Macron étaient présents. L'exécutif français a d'ailleurs profité de sa présence à Djamena pour échanger avec les présidents du Sahel ainsi que celui du comité militaire de transition sur le processus en cours dans le pays. David Obola. Alors que la charte publiée ce mercredi confère les quasi pleins pouvoirs au président du Conseil militaire de transition au Tchad, le président Macron et ses homologues sahéliens ont insisté sur le fait que cette transition devra s'appuyer sur d'autres organes que seul le Conseil militaire. Un soutien commun a donc été apporté au processus de transition civilo-militaire en cours dans le pays. Les Sahéliens et Français se sont voulus fermes sur la durée de la transition de 18 mois. Pour le volet civil, il est souhaité un véritable équilibre satisfaisant entre le comité militaire de transition et ce dispositif civil qui se mettra en place. L'objectif étant d'embarquer l'ensemble des forces politiques et de la société civile tchadienne pour que la transition puisse fonctionner. Emmanuel Macron n'a pas prévu de rencontrer lors de ce déplacement en terre tchadienne des responsables de l'opposition ou de la société civile, mais de contacts ont été pris avec des représentants de la classe politique tchadienne pour entendre tous les messages. Composé de 93 membres issus de toutes les classes de la société selon le texte, le Conseil national de transition assurera le pouvoir législatif. Il aura notamment l'importante tâche d'examiner le projet de nouvelle constitution. Quant au gouvernement, il assurera la mise en œuvre des textes. Depuis l'annonce du décès du président tchadien, les hommages se multiplient. Camerounais, Gabonais, Maliens, Sénégalais, l'ensemble de la communauté africaine est unanime. Le continent vient de perdre un grand homme. Écoutons quelques réactions recueillies à Libreville. Les condoléances à la communauté tchadienne et à sa famille. C'est un événement malheureux qui est survenu et nous condamnons fermement ce qui est arrivé au président tchadien et que les choses, notamment les obsèques, se passent dans de bonnes conditions et c'est l'occasion aussi d'adresser mes condoléances au peuple tchadien et à la communauté tchadienne vivant au Gabon. Idriss Déby Itno, vraiment j'ai eu beaucoup peur pour l'Afrique. J'ai eu beaucoup peur pour mon pays, le Mali. J'ai eu beaucoup peur pour le Niger. J'ai eu beaucoup peur pour le Cameroun. J'ai eu beaucoup peur. J'ai peur où je suis là. Un président qui est sur le terrain, vraiment c'est difficile à comprendre. C'est ça, j'ai dit non, c'est vraiment du courage. Pour avoir aussi les hommes qui sont comme ça, bon, c'est pas vraiment facile. On ne dit pas qu'il n'y a pas, mais c'est pas quand même facile du tout. Là, quand même, l'Afrique a perdu une grande personne. Le Mali aussi, on est en train de pleurer. Il nous aide aussi, le Malien. Il a aidé beaucoup le Mali. Donc, il soit des terroristes là. À Libreville, au Gabon, le réseau panafricain des jeunes pour la culture de la paix a également réagi suite au décès du maréchal Idriss Déby Itno, non sans rappeler la nécessité de maintenir la paix en ces temps de deuil pour le peuple tchadien. Modeste comme Alexigna. Le peuple tchadien est en deuil. Le président tchadien Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans, est partenaire clé des Occidentaux et des pays du Sahel, dont la lutte contre les djihadistes, est décédé des suites de blessures reçues alors qu'il commandait son armée contre des rebelles dans le nord durant le week-end dernier. L'Afrique et notamment la sous-région d'Afrique centrale perd l'un de ses valeureux fils engagés dans la lutte contre l'insécurité et la préservation de la paix dans la sous-région d'Afrique centrale. Au-delà de l'émotion que n'a pas manqué de causer la mort du président tchadien, il y a l'importante préoccupation concernant la stabilité du pays. Le maintien de la paix est un enjeu crucial pour la suite des événements. De plus, faire taire les armes ne pourra que créer des conditions propices au développement du Tchad. Le PENCOP invite la communauté économique des États de l'Afrique centrale, l'Union africaine, l'Organisation internationale de la francophonie, l'Organisation des Nations unies, à accompagner le Tchad dans un processus de transition pacifique qui aboutira à des élections crédibles, transparentes et démocratiques afin de réhabiliter les institutions de gouvernance actuellement suspendues.
Le souhait de ces jeunes ici est que la transition annoncée soit limitée, se déroule de manière pacifique, dans le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et permette l'organisation de nouvelles élections inclusives dont la paix est la retenue. Autre actualité toujours sur le continent, en Tanzanie, la nouvelle présidente Samia Suluhu Hassan a récemment indiqué dans un discours au Parlement retransmis par les médias locaux qu'elle souhaitait défendre la démocratie et les libertés fondamentales. Elle envisage même s'entretenir prochainement avec les dirigeants de l'opposition. Miguel Mabika. La démocratie, les libertés individuelles et celles de la presse sont importantes pour stimuler le développement et la paix. C'est par ces mots face aux parlementaires que la nouvelle présidente de Tanzanie a montré sa détermination à garder l'intégrité de son pays. Âgée de 61 ans, la vice-présidente de John Magufuli est devenue la première présidente du pays à la suite du décès soudain du chef de l'État le 18 mars à l'âge de 61 ans. Au pouvoir depuis 2015, John Magufuli, surnommé le bulldozer, réélu en octobre dernier à l'issue d'un scrutin qualifié de farce par l'opposition, faisait l'objet de nombreuses critiques pour son style autoritaire. Selon des organisations de défense des droits de l'homme, son premier mandat avait été marqué par un net recul des libertés fondamentales. Dans le souci de ramener l'ordre et de protéger la démocratie, Samia Suluhu Hassan veut engager un dialogue national, rencontrer tous les dirigeants des partis politiques pour discuter de la meilleure manière de mener leurs activités politiques au bénéfice du pays. Début avril, à l'occasion de l'investiture de nouveaux membres du gouvernement, Suluhu Hassan avait déjà amorcé une rupture avec son prédécesseur, indiquant notamment que la réponse de son pays à l'épidémie de la Covid-19 serait désormais basée sur la science, alors que John Magufuli semblait minimiser le virus, appelant ses concitoyens à prier Dieu pour s'en débarrasser. Au pays de la Teranga, lors d'un conseil présidentiel tenu hier jeudi à Dakar, la jeunesse sénégalaise a présenté ses doléances au président Macky Sall. En bonne place figure la question de l'emploi et de l'insertion des jeunes dans le pays. Déoline Zoutsi. La pluralité des acteurs en charge du service public, de l'emploi et de la jeunesse, la faible employabilité des jeunes dans le marché du travail, les difficultés d'accès au crédit, le programme d'adéquation entre la formation et l'emploi et l'insuffisance du matériel agricole sont autant de sujets qui étaient au centre des échanges entre les jeunes des quatre coins du Sénégal réunis autour de Macky Sall. Un rendez-vous inédit pour le gouvernement sénégalais qui, pour pallier toutes ces difficultés, veut désormais accélérer la création d'emplois et d'auto-emploi, renforcer et élargir la formation professionnelle et pérenniser ce dialogue entre les jeunes, l'État et le secteur privé. Un plan d'urgence de 450 milliards de francs CFA sur 3 ans a été annoncé par le président sénégalais. Des pôles dédiés à l'emploi et à l'entrepreneuriat des jeunes seront installés dans chaque département. Le chef de l'État promet également de recruter plus de 65 000 jeunes sur tout le territoire dès le mois de mai. Parce que chaque année au Sénégal, 2000 jeunes arrivent sur le marché du travail selon le ministère de l'Économie. Ce dialogue, porteur d'espoir pour la jeunesse, s'inscrit dans la lutte contre le chômage des jeunes qui jusqu'ici nécessite un nouvel élan. L'Ouganda a qualifié jeudi d'exorbitantes les demandes de réparation à $1 milliard déposées par la République démocratique du Congo devant la Cour internationale de justice pour l'invasion de l'Est de son territoire lors de la guerre de 1998 à 2003. Miguel Mabika. Le procureur général ougandais William Byarwanga estime que les exigences persistantes de la République démocratique du Congo sont à la fois infondées et extrêmement excessives. L'institution internationale, elle, en statuant en 2005, condamnait l'Ouganda à payer des réparations à Kinshasa pour avoir envahi la RDC pendant cette guerre qui avait fait 3 millions de morts. Il est donc injuste et même faux de laisser entendre que l'Ouganda n'a fait aucun effort pour régler cette question au niveau bilatéral. D'un point de vue juridique, la réclamation de la RDC devant vous reste sans fondement. D'un point de vue historique, c'est dangereusement disproportionné. D'un point de vue économique, cela nous ruine. Pour la partie adverse, la RDC voudrait rendre l'Ouganda responsable de tout ce qui s'est passé pendant ce conflit, comme le prouvent les montants qualifiés d'exorbitants qu'elle réclame. Les parties se présentent donc à nouveau devant ce tribunal. Qu'est-ce qui a changé après que la RDC a relancé l'affaire?
Rien, sauf que la RDC a réduit sa demande d'environ 23,5 $ américains à près de 13,5 milliards de dollars américains. Cette baisse significative ne fait que confirmer que les affirmations de la RDC sont enracinées dans la tactique et non dans la réalité. Face à la résurgence de ce dossier, la Cour doit désormais fixer le montant des réparations, faute d'accord entre les deux pays. Parlons d'économie, toujours sur le continent, la Côte d'Ivoire a concentré un inventaire forestier et faunique national et une évaluation de la pression tropicale du pays d'une valeur de 4,596 milliards de francs CFA sur une période de 2 ans. Le projet a été présenté par le ministère ivoirien des Eaux et Forêts à l'issue d'une conférence de presse. Les détails d'Ornella Guédou. Cet inventaire devrait favoriser les connaissances de toutes les essences d'arbres, les occupations agricoles des forêts classées et les différentes espèces animales qui peuplent les forêts et l'écosystème faunique du pays. L'inventaire est donc évalué à 4,596 milliards de francs CFA, devenant ainsi un outil statistique et de planification. 1366 unités d'échantillonnage de 25 hectares de forêts socio-économiques et 919 transects de faune ont été répertoriés. L'ONF Côte d'Ivoire a déployé 25 missions de contrôle, dont 13 pour la faune et 12 pour la forêt et la socio-économie. Cette phase de collecte des données se termine après 1 an et demi de travail sur le terrain, permettant ainsi d'amasser un investissement de 1,2 million de données qui seront examinées et dont les résultats seront officiellement révélés d'ici fin juin 2021. Durant cette dernière, ce sont 120 personnes issues des différentes structures chargées du développement et de la protection des forêts qui ont été formées et mobilisées. Ces personnes sortent de 31 régions et 108 départements du pays. On rappelle, cette initiative qui a commencé en 2019 a pour but de faire l'inventaire de la faune et de présenter le spectre de la disparition des forêts. L'appel d'offres a été conclu en 2018 avec l'Office national de la forêt de France. Et puis en marge de la Journée nationale de la femme, la GFD section Gabon a initié un Connect Live entre Libreville et Paris ce 23 avril. L'initiative est dédiée aux femmes gabonaises entrepreneurs évoluant dans le domaine des technologies. John-Cyril Ndomengui. Animée par Sabine Vu, responsable des relations extérieures de 10 000 codeurs, la JFD Gabon Connect Live vise la vulgarisation et la promotion de l'entrepreneuriat des femmes. C'est aussi une plateforme où les liens se tissent et les expériences se partagent dans un monde de plus en plus connecté et sans frontières. Les travaux de cette conférence ont tourné autour de plusieurs thématiques. On a travaillé avec African Opinion, notre partenaire, sur une étude pour comprendre ce que c'est qu'entreprendre dans la tech au Gabon, et particulièrement pour les femmes. Et on est ravis de voir que ces chiffres sont plutôt très positifs, très optimistes. Les initiatives gouvernementales en faveur des femmes et la célébration de la Journée nationale de la femme gabonaise le 17 avril dernier justifient le choix du Gabon pour la tenue de cette conférence. C'est aussi pour ça qu'on a choisi le Gabon comme ancrage, vraiment cette vision de soutenir l'entrepreneuriat dans un pays qui vraiment travaille à l'amélioration de la condition féminine. Et ça, c'est vraiment un point essentiel et on a hâte de découvrir tout ça. La JFD Gabon a pour mission, outre l'autonomisation de la femme entrepreneur, celle d'équiper cette dernière, l'accompagner et veiller à son rayonnement afin d'en faire un acteur majeur de la croissance économique pour son pays. Célébration de la journée du livre et des droits d'auteur ce vendredi dans le monde. L'Union gabonaise des enseignants de la culture pour la francophonie en a profité pour relever les avancées et les carences dans le domaine au Gabon. Pour l'UGCF, si la production du livre est un pari gagné par les écrivains, il n'en demeure pas moins des droits relatifs aux auteurs de ces œuvres. On en parle avec Linda Ningon et Jospin Bombadianga. Que le monde célèbre la journée mondiale du livre et des droits d'auteur,
les écrivains gabonais peuvent se réjouir d'avoir pu fournir des ouvrages de qualité et de renom depuis des décennies, avec des auteurs tels que Sylvain Sam, Honoringou, Maurice Okumbakogué. Si la production était bel exemple, il n'en est rien pour les droits irrelatifs. Il faut qu'il y ait une politique mise en place qui permette à toute la chaîne de se retrouver. Bon, il y a l'écrivain qui rédige son livre. Je parle d'une situation normée et donc normale. L'écrivain rédige son livre, il envoie à un éditeur. Le comité de lecture valide le livre en tenant compte de la politique éditorialiste de la maison d'édition. Le livre est validé et tout le processus est mené jusqu'à la publication du livre. Donc, chaque intermédiaire a sa part. Cet adage qui dit « Si vous voulez cacher une information en africain, mettez-la par écrit » semble toujours d'actualité, car même si la production du livre est énorme, sa consommation se limite aux exercices scolaires. Qu'est-ce qui représente l'environnement livresque du Gabonais? Il n'y en a pas. Parcourez les endroits, les sites, les lieux de libre-ville que l'on peut connaître, il n'y a rien qui fasse référence au livre. Puisque ces endroits-là n'existent pas dans l'univers du Gabonais, du jeune Gabonais, comment peut-il être au courant de la lecture? L'UNEF a souvent invité les politiques à mettre quelques citations littéraires dans leurs différents discours. Il faut qu'on démocratise le livre. Il faut déjà que les institutions du livre soient présentes dans l'environnement immédiat du lecteur. Dès que ce problème est résolu, la suite sera sans aucun souci. La question des droits d'auteur serait à l'origine de plusieurs maux dans le monde éducatif, au nombre desquels le manque d'amour pour la lecture. En cette journée du livre et des droits d'auteur, l'UNESCO a souligné dans une de ses communications la place de choix du livre dans une société confinée. Dans le reste de l'actualité en France, le vaccin Unidose Johnson & Johnson va être administré dès ce samedi, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran lors d'une conférence de presse. L'Agence européenne des médicaments a ainsi rendu un avis positif mardi, malgré des cas rares de caillots sanguins. David Obola. Les Français de plus de 55 ans pourront à compter de ce 24 avril être vaccinés contre la Covid-19 avec le vaccin Johnson & Johnson, le 4e disponible sur le territoire. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé au cours de sa traditionnelle conférence de presse sur la situation épidémiologique de son pays. La France a reçu une 4e livraison de 200 000 doses de vaccins en fin de semaine dernière, mais elle attendait les conclusions de l'Agence européenne des médicaments qui a estimé mercredi qu'il bénéficiait d'un rapport favorable. Contrairement aux autres vaccins déjà utilisés en France, dont Pfizer, BioNTech, Moderna et AstraZeneca, ce vaccin sud-africain ne nécessite qu'une seule injection pour être protégé. Pas de rappel vaccinal, pas de seconde injection. Olivier Véran a également annoncé que la vaccination serait ouverte à compter de lundi prochain pour des personnes en situation d'immunodépression sévère, ce qui concerne des centaines de milliers de personnes dans le pays. Vous l'avez certainement rectifié de vous-même, il s'agissait très bien du timbre vocal de Chimène Ndouna. Concrétisation vaccinale dans le pays de l'oncle Sam, on en parle pour la suite. Les États-Unis ont finalement atteint l'objectif du président Joe Biden d'injecter 200 millions de doses de vaccins contre la Covid-19 au cours des 100 premiers jours de sa présidence. Les détails d'Ornella Guédou. Au UMass Memorial Medical Center de Worcester, précisément dans le Massachusetts, les citoyens américains reçoivent le vaccin Pfizer contre le coronavirus. Toujours en cours pour l'immunisation collective. Il n'y a rien de mieux que de participer à cet effort. C'est vraiment important tant pour les personnes sur le plan individuel que pour la santé publique. C'est important que nous vaccinions autant de personnes que possible. Je pense qu'il s'agit d'un effort national et d'un effort à l'échelle de l'État et je pense que nous faisons un travail de plus en plus important pour sensibiliser les personnes à l'importance de se faire vacciner. C'est incroyablement excitant, n'est-ce pas? Nous devons atteindre l'immunité collective et nous ne pouvons le faire que si les gens se font vacciner. Donc, c'est très encourageant. Chaque jour ici, nous faisons de notre mieux pour mettre chaque dose de vaccin que nous avons dans les bras des gens. Les habitants, eux, sont très conscients de l'envergure de cette vaccination qui pourra protéger ces derniers et leurs proches. Comme la plupart des gens, j'ai l'impression de basculer dans la lumière. J'ai hâte d'embrasser ma sœur, mon fils cadet, qui est de la région, mais avec qui nous avons été très prudents. Le 21 avril dernier, le président américain Joe Biden
a salué l'incroyable réussite de son administration face à l'injection de 200 millions de doses du vaccin anti-Covid-19 réussi sur le territoire américain avant le 100e jour de son mandat. Plus qu'un acte social, le mariage, cette institution de Dieu s'invite très souvent dans les débats de société avec des attitudes observées quelquefois chez les deux sexes qui font une fixation au point de tremper dans bon nombre de dérives dont les effets sont dévastateurs. Se marier à tout prix, pourquoi? C'est le clin d'œil de ce soir qui porte la signature de Ronan Charles Manconnet et Yves Herbel. Au total, près de 35 versets bibliques parlent du mariage. Voici un exemple parmi tant d'autres devant lequel nous nous inclinons. Le mariage, disent les Saintes Écritures, est une institution de Dieu. Dites-le avec moi. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Genèse chapitre 2, versets 24 à 26. Sans conteste, l'alliance entre deux individus apparaît comme une préoccupation sociale dans le monde. Dans cet univers du lien marital, le trouble intervient lorsque le chemin pour y arriver est semé d'embûches et entraîne bon nombre de dérives. C'est à cet instant précis qu'un mariage devient le chou gras de l'opinion. À présent, maintenant, c'est comme si ta concurrence, parce que la grande soeur s'est mariée, moi forcément il faut que je me marie. Depuis que Facebook existe, le buzz sur Facebook, tel s'est marié, tel s'est marié. La mariage c'est ça, par rapport avant. Le mariage, ce n'est pas la femme qui fait le mariage seule. Le mariage, c'est le couple. Il faudrait que les deux vous soyez en harmonie. C'est le constat aujourd'hui, les gens se marient très âgés, que ce soit des hommes ou des femmes, parce qu'il y a le matériel. Les gens s'aiment, mais ne parviennent pas à se marier, parce que tout simplement, on a érigé beaucoup de conditions autour du mariage. Elle possède plusieurs cordes à son arc. Elle, c'est Ida Moulaka, qui est une mère, entrepreneur, actrice de la société civile, chante et artiste gospel, reconnue de par le monde. Des activités qui, après l'ouverture d'une page Facebook, ont très vite fait d'elle l'oreille attentive à laquelle se confient ici à Libreville bon nombre de personnes prêtes ou pas à faire le grand saut. De ce phénomène, des femmes qui veulent absolument rentrer dans le mariage, écoutez, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de la journée, quand je dis à la fin de la journée, c'est-à-dire qu'au crépuscule, quand vous serez là, toute seule, vous vous rendrez compte que Dieu avait finalement raison. Les raisons qui poussent les femmes à entrer dans le mariage ne sont pas des raisons, je dirais, conventionnelles. Nous avons un phénomène des femmes qui sont prêtes à acheter la dot, remettre à leur mari que tiens la dot, allons m'épouser. Dans tout excès, il y a toujours un risque d'égarement et de déperdition. Le fait de désirer cette chose à tout prix peut être vécu comme une obsession pour cette personne. Et cette obsession peut avoir des effets néfastes sur la santé mentale de cette personne. Si elle ne parvient pas à obtenir la chose, cela peut être traumatisant pour elle et perturber son équilibre mental. Et par la suite, elle pourrait développer des pathologies, à l'exemple de la dépression. Selon certaines estimations, près de 5000 mariages sont célébrés chaque année au Gabon. Il faut environ 4 millions pour la plus petite cérémonie avec un budget limité, quand d'autres vont jusqu'à 20 ou 30 millions de dépenses. Parce que, un mariage mal préparé serait encore plus cher payé, les uns et les autres s'accordent à retenir qu'il vaut mieux prendre son temps. Se marier, c'est bien, mais il ne faut pas se marier à tout prix. Voilà qui met un terme à ce journal. Voici le rappel des titres. Décédé en début de semaine, c'est ce vendredi que la nation tchadienne a rendu un dernier hommage au maréchal Idriss Déby Itno. C'était en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains et du président français Emmanuel Macron.
Célébration de la Journée mondiale du livre et des droits d'auteur. Au Gabon, pour les écrivains, la production du livre est un pari gagné, mais pour les droits relatifs aux auteurs, il y a encore des progrès, nous l'avons vu dans cette édition. Et puis dans le clin d'œil de ce soir, il s'agissait de parler de mariage et cette question, se marier à tout prix, pourquoi? Nous l'avons vu dans ce journal. Merci de regarder Gabon 24 partout où que vous soyez dans le monde via nos plateformes numériques. N'oubliez pas, la Covid-19 court toujours, alors respectons les mesures barrières. Bonne suite de programme sur Gabon 24.